J'espère que vous allez nous entendre. Déjà, merci à toutes et à tous d'être présents pour cette deuxième table ronde de Cœur d'Essonne Agglomération sur la fête de l'UMA. Normalement, notre président Éric Brève aurait dû être à ma place. Malheureusement, il est souffrant, donc je le remplace au pied levé. Ce qui n'est pas plus mal, ça permet d'avoir un peu de diversité, parce qu'autrement on aurait eu 4 messieurs. Je dis ça, je dis rien. Donc, on profite de notre présence, donc la présence de Cœur d'Essonne sur la fête de l'Humanité, qui est un lieu d'échange, pour éclairer les enjeux et les problématiques qui nous concernent, en tant que communauté d'une agglomération de plus de 200 000 habitants en grande couronne francilienne. Donc hier, peut-être certains d'entre vous ont participé au débat sur la question de la maîtrise publique de l'eau potable bien sûr, dans un contexte de tension sur la ressource, d'inflation galopante du coût de l'accès à l'eau potable. Ce soir, ce sont au fond les mêmes enjeux qui nous rassemblent avec la question de l'énergie. Cœur d'Essonne Agglomération ambitionne d'opérer de grandes transitions éco-responsables pour son territoire, avec ses 21 communes, avec et pour ses habitants. Transition agricole et alimentaire, avec notre programme Sésame, que j'espère tous les cœurs d'Essonniens qui sont là connaissent. Biodiversité, nature en ville, gestion du grand cycle de l'eau par exemple, mais aussi bien sûr question énergétique. Donc Cœur d'Essonne a adopté en 2019 un schéma territorial de production d'énergie renouvelable et de réduction des consommations énergétiques. Cette question, elle concerne autant nos équipements de services publics et infrastructures que, bien sûr, les entreprises de notre territoire et les habitants. Leur déplacement du quotidien, la rénovation de leur logement, etc. Ce sont des politiques publiques de long terme qui nécessitent des investissements directs importants, mais aussi de se mobiliser sur l'ensemble du territoire. Et pour tenter de parler de cette question, donc vous avez vu que le débat est intitulé « La transition énergétique peut-elle se passer de sobriété ?» Je souhaite accueillir avec vous Jean-Yves Dormagin, président fondateur de l'Institut Cluster 17, Yves Marignac, chef de pôle énergie nucléaire et fossile de l'Institut Négawatt et porte-parole de l'association du même nom, qui est par ailleurs essonnien. Et enfin David Proux, économiste, chercheur à l'Institut de recherche et d'études en économie de l'énergie du Commissariat à l'énergie atomique, là encore implanté en Essonne. Merci monsieur d'avoir accepté au pied levé notre invitation suite à un désistement de dernière minute. Alors, notre président avait également invité EDF, donc on regrette l'absence du grand énergéticien qui a refusé cette invitation. Il est peut-être mal à l'aise avec un débat qui aurait pu remettre en cause l'ambition nucléaire. Ah, alors, François, je pense, va être très mécontent parce que j'ai mélangé les feuilles, mais il ne dit rien, donc c'est pas grave. Donc, EDF ne sera pas là et c'est dommage. Le débat se fera sans sa voix. Je vais juste rappeler et revenir à ce que fait notre agglo avant de passer la parole aux spécialistes. L'hiver dernier, comme tout le monde, nous avons été impactés par la crise énergétique du gaz et de l'électricité. Cette crise, elle nous a poussé à accélérer fortement et brutalement des mesures de sobriété que tous les cœurs d'Essonniens ont constatées rapidement. Extinction de l'éclairage public la nuit, réduction de la température dans nos piscines, etc. La question alors, elle était principalement financière et elle était vitale, c'était réduire ou fermer des équipements comme les piscines par exemple. Si nous n'avions pas baissé la température de l'eau, il aurait fallu les fermer. Ça a été le cas d'ailleurs à de nombreux endroits. Donc si tout le monde ou presque comprenait bien alors le caractère exceptionnel de ces mesures, aujourd'hui, alors que la crise semble passer, je dis bien semble, nous sommes, nous les élus, mais les agents qui sont au contact de la population tous les jours le sont également, confrontés à une pression grandissante de continuer ou plutôt de revenir à avant.
c'est-à-dire de remonter la température dans les piscines, de rallumer l'éclairage public au motif que ça apporte de la sécurité. Il faut quand même rappeler aussi le contexte des violences urbaines de l'été. Donc il y a un sentiment partagé dans une grande partie de la population et même par certains responsables politiques ou économiques que le problème principal du réchauffement climatique, c'est le carbone et qu'il suffit de décarboner l'énergie. S'agissant de la France, que son modèle nucléaire permet de maintenir l'abondance énergétique, d'autant que la mobilité devient de plus en plus électrique. Donc avec nos experts, on va se demander si c'est faisable. On va se demander est-ce qu'on peut continuer à accompagner une hausse continue et qui s'accélère de demande électrique. Est-ce que l'énergie nucléaire est réellement décarbonée? Est-ce qu'on pourra tout remplacer par des énergies renouvelables? Est-ce que les habitants et les entreprises sont prêts à réduire leur consommation? En gros, est-ce qu'on peut arriver à faire cette transition énergétique en se passant de sobriété? Donc je ne sais pas si vous allez arriver à nous éclairer sur ces questions, mais en tout cas, je vais passer en premier la parole à David Proulx. Messieurs, je vous propose d'organiser vous-même la circulation de la parole. Je surveillerai quand même, en veillant à ce que chacun puisse s'exprimer, réagir jusqu'à 19h et ensuite nous proposerons au public de poser quelques questions et ça nous emmènera gentiment jusqu'à 19h30. Non, c'est 1h. On avait prévu 1h même avec la grande. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis, Amir, mais bon, moi, on m'a dit 19h30, puisqu'ensuite, sur ce stand, il y a le presque célèbre maintenant, depuis l'année dernière, bal populaire qui vous est proposé par l'Aglo. Donc voilà, je vais donner, d'abord, vous avez, messieurs, des micros devant vous, donc la parole en premier à monsieur David Proulx. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. S'il me revient de commencer, je voudrais dire que on est face à un défi qui est énorme, celui de la transition énergétique, qui est un défi de système, puisque l'ensemble de notre société est amené à consommer, à produire de l'énergie, que massivement dans le monde c'est de l'énergie carbonée qui est utilisée, et qu'il faut donc une transformation profonde, rapide, et que dans les années qui viennent, l'ensemble des moyens de production d'énergie vont être amenés à être transformés. Le CEA que je représente aujourd'hui est un organisme de recherche technologique. Notre institut travaille sur l'ensemble des moyens de production et de stockage de l'énergie. Nous sommes un institut d'économie, de technico-économie. Mais on a ajouté dans l'ensemble de notre travail un nouveau pôle qui est un pôle sur la demande. Parce que le CEA, organisme qui produit de la technologie, considère qu'il n'y aura pas d'issue dans la transition énergétique, pour répondre très franchement à votre question, sans sobriété. Il n'y aura pas d'issue sans sobriété, et que l'illusion de dire qu'il suffirait de remplacer les moyens de production carbonés par des moyens de production décarbonés ne résiste pas à l'analyse, ne résiste pas au fait. Elle ne résiste pas au fait parce que il y a des limites physiques sur les matériaux. Par exemple, voilà, l'électrification de la mobilité, par exemple, si on considère qu'on va pouvoir transformer nos véhicules, passer du thermique à l'électrique, sans s'interroger sur le poids des véhicules, sans s'interroger y compris sur les modes de transport, sans s'interroger sur le nombre de kilomètres faits par véhicule, sans s'interroger sur le nombre de personnes par véhicule, on va très vite arriver sur des problèmes de capacité
techniques, de problèmes de ressources sur les batteries. On va arriver à des congestions sur les réseaux électriques. On va arriver à mettre des surcharges pour recharger les véhicules électriques. Et on va, d'une certaine façon, pas résoudre le problème et se trouver face à de nouvelles dimensions, quoi. Et donc, le CEA, qui est historiquement un institut technologique et très technophile, voire parfois techno-couche, je crois, enfin moi je m'autorise à le dire en tout cas, a décidé de prendre cette question et de le regarder. Deuxième élément qui nous a amené à ça, c'est qu'on n'a pas fait encore la définition de ce que c'est que la sobriété par rapport à l'efficacité, et je crois qu'on y viendra, parce que c'est quelque chose de fondamental. Très rapidement, l'efficacité, c'est on va répondre aux mêmes besoins en consommant moins d'énergie. Et la sobriété, c'est de transformer les besoins et d'avoir moins de besoins d'énergie. Et donc de transformer les usages et nos comportements. Et ce qu'on se rend compte dans l'histoire récente, c'est que les efforts d'efficacité énergétique ont bien souvent été mangés par ce qu'on appelle les effets rebonds. Et que on a des véhicules qui consomment moins, mais ces véhicules sont plus lourds, où on leur ajoute plein de dispositifs, qu'il fait que si les moteurs, même si les moteurs sont plus efficaces, on consomme toujours plus. Et donc ça interroge bien sur le fait que sans interrogation des comportements, eh bien, on n'arrivera pas à baisser la consommation d'énergie. Et je finirai peut-être pour cette introduction pour dire une dernière chose, c'est que l'ensemble des scénarios énergétiques qui conduisent à la transition et au net zéro, à la neutralité carbone, on peut discuter, Négawatt en fait, RTE, plein, voilà. Il y a des tonnes et des tonnes de débats, de pages à écrire sur ces débats, mais en tout cas, ils ont tous 3-4 points communs. Un, c'est une forte diminution de la consommation d'énergie. Pour la France, les scénarios, c'est 40% de diminution de l'énergie finale d'ici 2050, ce qui est beaucoup, hein. Enfin, c'est pratiquement une division par deux, 40%. C'est deuxièmement une très forte augmentation de l'usage de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité en France, c'est 25% de l'énergie qu'on consomme. Les scénarios qui amènent à la neutralité carbone nous disent que la part de l'électricité dans l'énergie finale atteindra 50% ou 55%, et donc tous les scénarios pratiquement envisagent une augmentation de la consommation électrique, non pas énergétique, mais de la consommation électrique. Le scénario de Négawatt, qui est un scénario type, enfin, de très grande sobriété, fait plus 16%, je crois, à l'horizon 2050. Donc, voilà. Le défi qui est devant nous, c'est donc, décarbonation de l'électricité. Et dernier élément, des investissements massifs. Tout ça va coûter beaucoup d'argent. C'est grosso modo un doublement des investissements qui sont aujourd'hui réalisés dans le secteur électrique, qui devront être faits d'ici 2050. Donc beaucoup d'argent, et donc si on veut que ça soit le moins douloureux possible, il faut que c'est l'énergie qui soit utilisée soit le plus efficacement possible, et c'est non seulement des efforts d'efficacité énergétique, mais certainement aussi des efforts de sobriété, donc qui interrogent les comportements. Oui, bonsoir à tous et à tous d'abord, et puis je vais très volontiers rebondir. Alors, l'association Négawatt que je représente, c'est une association d'experts qui, depuis un peu plus de 20 ans maintenant, a développé cette
cette approche basée sur la sobriété, l'efficacité et le développement des renouvelables. Donc pour nous, c'est une évidence depuis longtemps que la sobriété est une nécessité, mais que c'est aussi en fait une opportunité. Et je crois que c'est important aujourd'hui dans le débat que l'on a de la poser de cette manière la plus positive possible. En fait, effectivement, globalement, il y a un enjeu de réduction de notre demande en ressources énergétiques, matières, ressources en eau, usage des sols, etc. Et cette réduction, elle peut se faire à la fois par des moyens techniques plus performants, plus efficaces, pour diminuer la quantité de ressources, pour répondre à certains besoins, pour fournir certains services, mais évidemment il y a matière à réinterroger le niveau de service, et c'est quelque chose qui nous a été rappelé assez brutalement par la crise l'an dernier, mais je vais prendre un exemple qui moi m'a beaucoup frappé. On vit quand même dans un pays où le gouvernement a dû faire une circulaire pour rappeler qu'il est bon de fermer la porte dans un local commercial que l'on climatise. Je pense que ça en dit long de la perte de la distance en fait qu'on a culturellement introduit entre la question de la consommation de ressources et l'usage et le service qu'on en tire. Et en fait, la sobriété, au départ, c'est vraiment l'idée de remettre de l'intelligence dans pourquoi on utilise les ressources. C'est indispensable pour plusieurs raisons. Il y a d'abord la raison effectivement de l'urgence climatique. Il y a la raison de ce qu'on appelle les limites planétaires. Il y a beaucoup de débats scientifiques autour de ça, mais un institut suédois a théorisé il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui les 9 limites planétaires qu'il ne faut pas dépasser pour maintenir des conditions viables de vie en société sur Terre. Et je crois que c'est cette semaine qu'un papier scientifique a été publié pour actualiser l'état de la planète, et ce papier nous dit que 7 de ces 9 limites sont déjà dépassées. Et c'est des limites à la fois sur des ressources que l'on consomme et sur la capacité de la planète à absorber les pollutions, les impacts de la consommation de ces ressources, et les pollutions chimiques, c'est le climat évidemment, etc., les atteintes à la biodiversité. Donc ça, c'est la première raison fondamentale. Globalement, la population mondiale surconsomme. La deuxième raison fondamentale, c'est que à l'intérieur de ce constat, il y a des inégalités extrêmes. Il y a quand même aujourd'hui plus d'1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Il y a des disparités d'un ordre de grandeur de plusieurs centaines entre la consommation moyenne d'énergie dans un pays comme l'Éthiopie ou dans les pays pétroliers ou aux États-Unis, et à l'intérieur évidemment de chacun de ces pays, il y a dans la population des accès très différents, et on connaît notamment en France, pays pour le moins développé et étant assis sur un socle énergétique solide, le problème de la précarité énergétique qui touche au moins 12 millions de nos concitoyens. Et donc la question d'une meilleure distribution de l'accès aux ressources et des services qu'elles nous rendent fait partie intégrante de cet enjeu de sobriété. Donc oui, la transition énergétique et plus largement écologique, au sens non seulement de revenir à un système compatible avec ces limites planétaires, mais d'aller vers un système où on assure des conditions de vie décentes pour tous et où on réduit les inégalités, la sobriété est de toute évidence le premier moyen d'atteindre ces objectifs. Et à l'inverse, il n'y a aujourd'hui aucun scénario qui permet de les atteindre sans sobriété. Il y a un débat sur la part entre la sobriété et les modes techniques, du côté de l'efficacité et du côté de la production. Il y a un débat sur les modes techniques en question, notamment quelles énergies décarbonées développer, mais ces débats ne prennent sens que s'il y a d'abord un consensus sur la nécessité de la sobriété, ce qui renvoie bien sûr, et je vais passer la parole, à la question de l'acceptabilité de ces mesures et plus
positivement de l'appropriation démocratique de cet enjeu. Bien, merci. Donc moi j'interviens de manière un petit peu différente parce que contrairement aux deux autres participants, j'ai pas du tout de compétences techniques scientifiques sur les enjeux de transition, donc je ne sais pas d'une certaine manière, je vous fais confiance. J'ai comme tout le monde une conviction de citoyen sur le fait de savoir s'il faut de la sobriété ou pas, mais j'ai pas la compétence scientifique évidemment pour décrire ce qu'il faut faire. En tant que professeur de sciences politiques et surtout que président d'un institut qui étudie l'opinion, qui produit des sondages, je voudrais effectivement apporter dans la discussion des éléments relatifs à ce qui se passe aujourd'hui dans l'opinion par rapport à ces politiques de transition, par rapport aux enjeux écologiques plus globalement et aux difficultés que ça pose. J'ai conscience d'ailleurs que je vais probablement plus être amené à lister des défis ou des problèmes qu'à apporter des solutions qui sont obligatoirement complexes sur ces sujets-là. Pour planter un peu le décor, je crois d'abord que c'est important de se rendre compte de quelque chose qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, qui n'est pas forcément quelque chose dont il y a matière à se réjouir ici entre nous, mais on assiste plutôt aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe en France, si on regarde ce qui se passe aussi au niveau européen, au niveau international, on assiste plutôt à une montée des clivages et des tensions autour des enjeux écologiques et autour des questions de transition qu'à une progression du consensus. Alors, c'est un problème, c'est un énorme problème politique et culturel, mais aujourd'hui il y a plutôt plus d'opposition à l'écologie et plus d'opposition à ces politiques de transition et aux efforts qu'il faudrait réaliser qu'il y a quelques années. En gros, l'écologie c'est moins consensuel qu'avant. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le consensus écologique, c'était un consensus mou d'un sujet qui n'était pas aussi central qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a toujours eu évidemment des militants écologiques, il y a toujours eu des gens sensibles à ces enjeux et à ces sujets qui les défendaient, etc. dans l'espace public. Mais la question de l'écologie, finalement, n'était pas une question si centrale. Et d'ailleurs, elle n'est peut-être pas encore une question aussi centrale qu'elle ne devrait l'être. Souvenez-vous de la dernière campagne présidentielle, il y a quelques mois seulement, enfin il y a à peine plus d'un an. On ne peut pas dire que la campagne électorale de 2022 ait été structurée par des débats sur l'écologie, par les programmes de transition énergétique, etc. C'est plutôt un sujet qui en réalité était relativement absent de la campagne et très largement écrasé par d'autres thématiques. Pendant toute une période, on a surtout parlé de grands remplacements, de questions identitaires, de questions liées aux migrations, etc. Et finalement assez peu du climat, et finalement assez peu des enjeux écologiques. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Il y a quelque chose d'assez paradoxal. Tous les savants le disent, tous les chercheurs le disent, il y a un consensus scientifique mondial sur le sujet. On est dans une situation qui est dramatique. On est engagé dans quelque chose qui peut finalement finir par ressembler par un grand effondrement, et on en parle peu, on s'en préoccupe peu, et ça anime assez peu le débat public et le débat politique. Le deuxième élément qui peut paraître aussi un peu paradoxal, c'est que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur le plan politique, au niveau français et au niveau international, on voit émerger des forces politiques qui sont beaucoup plus clairement que par le passé climato-sceptiques, climato-relativistes, c'est-à-dire des gens soit qui nient le réchauffement climatique, ou qui le discutent, ou qui le relativisent, qui disent oui, ok, mais bon, c'est peut-être pas si grave, etc. Et qui, alors encore plus évidemment, et qui s'opposent de plus en plus aux politiques de transition, alors qui demandent qu'on fasse des pauses. Encore récemment, la semaine dernière, la présidente du Parlement européen a demandé à ce qu'il y ait une pause dans le Green New Deal. Le Premier ministre britannique a tenu des propos assez similaires il y a quelques semaines. Emmanuel Macron lui-même, il y a quelques semaines aussi, a dit qu'il fallait peut-être faire une pause dans les politiques de transition. En France, clairement, le Rassemblement national de plus en plus s'empare de ces sujets et en fait des points de clivage en développant un discours qui est plus climato-relativiste que climato-sceptique. C'est-à-dire, c'est pas un discours qui remet en cause frontalement le changement climatique, mais c'est un discours qui consiste à dire on en
fait un peu trop, on exagère, certains experts sont un peu des idéologues, les experts du GIEC exagèrent. Il y a un député du Rassemblement national qui a dit récemment ça dans une grande émission de radio il y a quelques jours. Et les experts du GIEC exagèrent. Les solutions qu'on propose sont extrémistes, sont trop radicales, etc. Donc, il y a une montée, si vous voulez, sur le plan politique d'un dissensus et de points de clivage. Et si on regarde à quoi ça correspond dans l'opinion, et ça c'est mon travail en gros, ce qu'on fait à Cluster 17, ça fait plusieurs mois qu'on produit des études sur le rapport des Français au changement climatique, sur certaines mesures qui pourraient relever des politiques de transition, etc. Ce qu'on voit dans l'opinion, c'est qu'il y a effectivement des points de clivage qui sont très importants et que contrairement à l'idée qu'on a pu avoir pendant assez longtemps finalement d'un relatif consensus en gros de la société française autour du fait qu'il fallait faire quelque chose et qu'il fallait mettre en œuvre des politiques de transition, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, il faut quand même le savoir, il y a à peu près un quart des Français qui sont d'une certaine manière climato-sceptiques, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un quart des Français qui ne croient pas que le changement climatique est la conséquence du comportement humain et qui ne croient pas que c'est la production de gaz à effet de serre, l'émission de CO2, les activités humaines qui sont à l'origine du changement climatique. Il y a aussi un quart des Français, c'est à peu près les mêmes mais pas tout à fait, qui pensent qu'on en fait trop sur le climat, voire beaucoup trop sur le climat. Donc, déjà, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde loin de là, qui est convaincu de la nécessité d'agir et de la nécessité de mettre en œuvre des politiques de transition. Donc ça, c'est évidemment un premier problème en termes d'acceptabilité, parce que si vous ne considérez pas que l'activité humaine, si vous ne considérez pas qu'il y a le changement climatique, encore plus, mais si vous ne considérez pas que c'est l'activité humaine qui est à l'origine du changement climatique, pourquoi est-ce que vous accepteriez de faire des efforts en matière de sobriété, de changement de comportement? Vous accepteriez de payer quelque chose pour lutter contre le changement climatique? Il y a ce premier élément. Et puis, il y a beaucoup d'autres éléments qui jouent aussi. Donc vous avez par exemple, on a fait une étude sur le climato-complotisme, on a publié dans le cadre de la Fondation Jean Jaurès il y a quelques semaines, qui montre qu'une partie non négligeable des citoyens français se méfie du discours des experts, se méfie du discours scientifique, ne croit pas dans ce consensus sur le réchauffement climatique et voit dans les politiques de transition, ça c'est un autre problème, voit dans les politiques de transition des plans cachés, c'est du complotisme, des stratégies occultes pour arriver à autre chose. Alors ça peut être pour mettre la population sous contrôle, on retrouve les mêmes logiques qu'avec la Covid-19, mettre les populations sous contrôle, leur imposer des changements de vie, leur vendre éventuellement autre chose, etc. Et ça, c'est aussi des récits et des énoncés qui sont assez forts aujourd'hui dans l'opinion. Et puis après, il reviendra, je conclue pour ne pas parler trop longtemps. Après, il y a effectivement un problème qui est un problème essentiel et auquel se confrontent les politiques de transition d'une certaine manière, c'est que en matière de sobriété, vous avez évoqué vous-même le fait qu'on allait devoir faire des efforts importants. Donc il va falloir changer nos comportements, changer certaines de nos habitudes, changer certaines de nos attitudes. Vous avez évoqué aussi le fait que ça allait coûter très cher. Donc moi en vous écoutant, si ça coûte très cher, je me dis qu'il va falloir payer. Et donc il va falloir qu'à un moment donné quelqu'un paye ces politiques de transition. Vous avez évoqué les inégalités entre le Nord et le Sud et le fait qu'aujourd'hui il y a 1,2 milliard de personnes, pour reprendre votre chiffre, qui n'ont même pas accès à l'électricité. Donc on voit à quel point nous, nos modes de vie sont climato-négatifs par rapport à... Et ces populations, à juste titre et à juste droit, veulent vivre dans des conditions matérielles et acceptables, supportables. C'est même pas de pouvoir piloter des avions. Alors l'enjeu, c'est de s'éclairer et de s'alimenter. Donc on voit bien qu'au Nord, a fortiori, il y a des efforts à faire si on veut rendre ce monde soutenable. Et donc il y a la question de l'acceptabilité, et j'y reviendrai peut-être dans la discussion, mais quand vous sondez, quand vous testez ce type de mesures,
vous arrivez à un constat qui est assez inquiétant d'une certaine manière et en même temps extrêmement logique, c'est que la plupart des gens sont pour qu'il y ait des efforts qui soient réalisés, mais pour que ce soit les autres qui les fassent. C'est aux autres de payer, c'est aux autres de changer leurs habitudes, etc. C'est rarement soi-même. Et ça, évidemment, c'est aussi un très grand défi auquel nous sommes tous confrontés. C'est de rendre acceptable et de persuader, par quelle manière on en discutera peut-être, je ne sais pas, mais de rendre en tous les cas acceptable cette réforme en quelque sorte de nos comportements et de nos modes de vie et sortir de l'idée que c'est toujours l'autre qui pollue et que c'est à lui de payer en premier ou de faire les efforts. On est vraiment dans un domaine où ce que les économistes appellent le free riding, c'est-à-dire le passager clandestin, c'est-à-dire l'idée de moi je fais rien et j'espère que les autres payeront pour moi. On est malheureusement dans un domaine où elle est extrêmement diffuse et elle concerne, si on est un peu honnête et un peu sincère, presque tout le monde. Il y a très peu de gens qui sont vraiment exemplaires aujourd'hui en matière de sobriété. Ça marche. Une petite question, puisque tout à l'heure vous avez indiqué que pour vous la sobriété c'était une opportunité. Mais comment est-ce que, en fait, on arrive à faire en sorte que ce soit effectivement, que tout le monde se dise la sobriété c'est une opportunité et on y va et ça n'est pas quelque chose de punitif et c'est pour un vivre mieux tous ensemble. Comment est-ce qu'on agit là-dessus? Parce que j'entends bien ce que vous nous rapportez de ce que les sondages vous apprennent. C'est pas très réjouissant. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens se disent que le changement de comportement, c'est pas forcément quelque chose qui va être douloureux et que ça peut être mieux? C'est tout l'enjeu et une des clés, justement, est de ne pas le poser en termes de changement de comportement. Parce que changement de comportement, ça renvoie à la responsabilité individuelle de chacun de changer. Et la sobriété dont on parle est une sobriété qui doit au contraire s'organiser collectivement et qui appelle à mobiliser les politiques publiques et appelle à transformer les modèles économiques. Nous, à Negawatt, on porte depuis longtemps cette idée de sobriété, des propositions autour de ça, réorganisation de la mobilité, réorganisation de l'aménagement urbain, une meilleure gestion de nos bâtiments, la fin de l'obsolescence programmée, etc. etc. On a globalement constaté, parmi les obstacles à une meilleure prise en compte de la sobriété, d'abord un espèce de cercle vicieux dans la construction des politiques autour de la sobriété, c'est-à-dire que en gros depuis une trentaine d'années au moins, et on pourrait même remonter probablement jusqu'au choc pétrolier, on a un processus où les experts de l'énergie réfléchissent aux différentes options, font des scénarios, intègrent, essayent de rendre crédibles ces scénarios par la modélisation de politiques et de leurs impacts, informent avec ces scénarios les pouvoirs publics qui mettent en œuvre des stratégies s'en inspirant plus ou moins. À partir du moment où ces scénarios sont bâtis sur des modèles qui culturellement ont été construits à un moment où on n'intégrait pas la sobriété, les modèles n'intègrent pas la sobriété, les scénarios ne la représentent pas, les politiques publiques ne la mettent pas en œuvre et donc ne nourrissent pas un retour d'expérience pour que les modèles, les scénarios, etc. Donc il y avait une nécessité de sortir de ce cercle vicieux et ça je crois que dans le champ académico-politique, notamment dans les travaux du GIEC, on est sorti de ça et il y a une vraie reconnaissance aujourd'hui. Le GIEC, par exemple, dans son dernier rapport, dit les politiques de maîtrise de la demande autour des changements d'infrastructure, des changements de normes, de valeurs, etc., portent le potentiel de 40 à 70% de réduction des émissions supplémentaires par rapport aux politiques nationales en place, par rapport au plan des différents pays. Donc ce travail-là a été fait. Mais il y a encore dans le champ politique lui-même, justement, des obstacles importants et on en a identifié, nous, 3.
la sobriété, elle vient heurter des représentations issues de décennies de productivisme, libéralisme, etc. D'abord au niveau individuel, sur l'idée simplement du confort. C'est une atteinte un peu normative à mes choix, à ma liberté de consommer ce que je veux, etc. Ensuite, à un niveau plus sociétal sur les modes de vie. Et à un niveau économique sur sobriété égale décroissance et l'idée que l'impact serait économiquement négatif. Alors, on a aujourd'hui des réponses sur chacun de ces éléments. Au niveau macroéconomique, les modèles nous montrent que la sobriété a des effets positifs, notamment parce qu'elle évite en fait des surinvestissements, sachant qu'on a de toute façon des investissements à faire dans le système et qu'au passage, l'enjeu c'est pas de faire plus d'investissements, mais d'arrêter les investissements dans l'économie brune pour les mettre dans l'économie verte. Au niveau des modes de vie, commencent à se dessiner des imaginaires, par exemple, de villes plus douces, plus vertes, avec plus de mobilité douce, moins de place à la voiture, moins de pollution, etc. Donc des co-bénéfices. Et l'idée de ces co-bénéfices intervient aussi par rapport à l'image que les uns et les autres peuvent avoir du confort. Et surtout, et je finis là-dessus, l'idée que la sobriété, ça n'est pas renvoyer chacun à la responsabilité de changer. Ça, c'est la sobriété qu'on a pu mettre en place à court terme. Alors, il y a les pouvoirs publics, les collectivités territoriales ont mis en œuvre un certain nombre de mesures, ont demandé aux agents de faire des efforts. Les pouvoirs publics ont incité la population à faire des efforts, réduire un peu la température de chauffage, etc. Ça, c'est la sobriété qu'on peut mettre en œuvre à court terme et c'est une bonne nouvelle parce qu'elle permet de gagner un peu de marge de manœuvre pour avoir le temps de faire le reste. Le reste, c'est du beaucoup plus structurel. Quand on parle, par exemple, du véhicule électrique, effectivement, passer au véhicule électrique demain, si vous regardez la stratégie nationale actuelle, c'est des chiffres que le gouvernement a donnés récemment, électrifier la mobilité comme il le propose pour tenir nos engagements climatiques, c'est-à-dire sans changer à peu près quoi que ce soit à notre rapport au déplacement et à la bagnole, ça demanderait que la France, dans les prochaines années, utilise 5% de la production mondiale de lithium pour les batteries. Sachant qu'on représente 1% de la population, c'est évidemment pas raisonnable. Et donc, ce qui est devant nous, c'est l'opportunité, j'y reviens, de faire de l'émergence du véhicule électrique un moyen pour garder notre liberté de déplacement, qui est fondée sur l'automobile, mais en fait nous défaire de la dépendance très forte à la bagnole qui s'est installée au fil des ans. Et la crise des gilets jaunes, par exemple, indépendamment de tout son développement ensuite, pour nous, son déclenchement, c'est le ras-le-bol d'une politique d'ébriété énergétique. C'est des décennies d'aménagement du territoire où on a augmenté les distances à parcourir en rendant les gens de plus en plus dépendants de la voiture pour les parcourir, et au bout d'un moment, on leur dit non, ça commence à bien faire, on va mettre une taxe pour que vous vous déplaciez moins. C'est évidemment pas supportable. Donc on voit que réorganiser la mobilité, aller vers des petits véhicules plus partagés, vers plus de continuité modale, pour utiliser du jargon d'experts, entre les transports collectifs, les mobilités douces et des voitures, encore une fois, plus partagées, c'est à la main des pouvoirs publics et c'est à la main des entreprises, parce que ça demande aussi des changements profonds dans les stratégies industrielles des constructeurs automobiles, par exemple. Donc, une fois qu'on a posé ça, ça devient un enjeu collectif et un enjeu démocratique, et c'est probablement parce que ça amène à remettre en cause des choses qu'un certain nombre de forces politiques conservatrices ne supportent pas, qu'elles se complaisent de plus en plus effectivement dans une forme de déni de l'urgence climatique à agir. Peut-être avec d'autres mots, mais dans le prolongement de ce que vient d'être dit par Yves Marignac, la sobriété a émergé dans le débat public l'été dernier comme une solution pour passer l'hiver, parce qu'on avait peur de l'équilibre offre-demande sur l'électricité, parce que les prix de l'électricité avaient atteint des niveaux incroyables,
parce que les collectivités voyaient flamber leurs factures. Et donc le gouvernement fait ce plan et c'est des petits gestes coûteux parfois. Maintenant, quand on regarde ce qu'il y a, quand on rentre dans le détail de ce qu'est la sobriété et de ce que tous les scénarios, que ce soit ceux du GIEC, ceux de Négawatt, ceux de RTE, qu'est-ce que c'est, quels sont les gestes, qu'est-ce que ça représente vraiment. Enfin, il faut rentrer au bout d'un moment dans le concret des choses. Et parce qu'on va toucher assez vite, je vais en citer quelques-uns sur 3 grands domaines, la question du logement, la question du transport et la question de la consommation. Les grands gestes, ceux qui sont les leviers majeurs, qui sont à peu près tous, on les retrouve dans tous les modèles, ils sont tous les mêmes, c'est la stabilisation du nombre de personnes par foyer. Aujourd'hui, on est à 2,2 personnes par foyer. La tendance est à la baisse les scénarios les plus sobres visent la stabilisation de ce taux, voire l'augmentation. Mais on voit, c'est un défi, parce qu'une société qui vieillit, avec, ça vient, et puis ça vient heurter un certain nombre de choses. C'est de l'habitat plus collectif. On voit qu'on vient heurter là une construction sociale, un imaginaire qui est celui du pavillon avec le jardin et le chien. C'est la baisse de la température de consigne dans les logements. C'est passer du bain à la douche. Bon, ça c'est de la douche au bain, pardon. Passer du bain à la douche, c'est dans les transports la question de la fin de l'étalement urbain et une certaine densification de la ville, parce que densification de la ville, c'est permettre des réseaux par exemple de chaleur, permettre des réseaux de transport en commun, c'est limiter le domicile-travail, c'est augmenter les taux de remplissage de voitures, c'est les mobilités douces, mais on voit combien tout ça vient heurter des constructions, des imaginaires collectifs et des constructions sociales. Parce qu'on est en Île-de-France, on ne peut quand même pas faire abstraction du fait que si... moi je travaille dans l'Essonne, je vis à Saint-Denis. Si des agents des écoles de Saint-Denis vivent à Amiens, il y a une partie aspiration. Enfin, il y a aussi quand même une question qui est qui peut aujourd'hui s'acheter une maison dans le cœur de la métropole française. Et donc on a une construction économique là qui est consommatrice de... Et donc on vient sortir à ces choses-là. Et ça va être un défi énorme. Voilà. C'est pour ça que nous, à l'ITZ, on vient de lancer... grosso modo, la question qui se pose, c'est qu'on a identifié les leviers. Ils sont à peu près... Les leviers majeurs sont identifiés. Les grandes questions c'est comment on les active, lesquels on active, et je crois effectivement qu'on ne s'en sortira pas en dehors d'un débat démocratique là-dessus. Comment on les active, et parce que ce que vous disiez sur les représentations, on a une collègue travaille avec l'université de Caen, avec des travailleurs sociaux. On a monté un programme de recherche qui s'appelle Prométhée, avec l'école des mines, avec l'université de Caen, et on a regardé ce qui s'est passé cet hiver, la réflexion des gens par rapport aux consignes de sobriété. Et en fait, il y a 3 groupes qui se dégagent. Il y a les défiants, ceux qui disent on nous raconte des sornettes, tu identifies ça, on nous raconte des sornettes. Il y a le groupe éco-citoyen qui dit ok, je baisse
baisse ma température de consigne. Et puis il y a un troisième groupe qui de toute façon lui ne se chauffait pas à 19 mais a déjà à 16 et qui cet hiver a renoncé à se chauffer. Et donc ça c'est ce que disait Yves tout à l'heure sur la question de l'inégalité, parce que quand on parle des questions énergétiques, on ne peut pas passer sous silence cette question des inégalités de consommation. Mais donc nous on a lancé un programme de recherche pour justement voilà, comment ces comportements on va arriver à les faire bouger, comment on va faire, quel levier il va falloir mobiliser et comment on va pouvoir, parce que pour nous c'est une question de recherche, c'est une question politique et ça va devenir une question démocratique. Mais la grande difficulté, il faut le comprendre, c'est qu'on vient se heurter à des imaginaires collectifs construits depuis très longtemps et à des constructions sociales et politiques. Oui, pardon ? Non. Oui, et ma voisine, je ne sais pas si tout le monde l'entend, dit, et en plus on n'a pas beaucoup de temps pour modifier ces imaginaires collectifs. Et on est aujourd'hui, on parle de sobriété, mais on est dans une société où la majorité des gens, non seulement ne demandent pas la sobriété, mais demandent plus. C'est-à-dire que si vous interrogez aujourd'hui des gens, ils ne se projettent pas dans plus de sobriété ou moins de consommation, mais la plupart, ils se projettent dans plus de consommation. Tout le monde continue à raisonner dans une logique qui était enfin tout le monde non, mais une majorité aujourd'hui de citoyens continuent à raisonner dans une logique d'amélioration, de plus, de plus de confort, de plus de etc. Et on est très très loin d'être on est très très loin aujourd'hui d'être une société qui a culturellement incorporé et fait le choix de cette sobriété. Que les choses soient claires, moi quand je dis tout ça, ce n'est évidemment pas pour démoraliser qui que ce soit ou pour m'en réjouir. C'est juste parce que je crois, et peut-être qu'on sera d'accord là-dessus, je crois qu'on a intérêt à partir de ce qu'est aujourd'hui l'état réel des choses, de ce que sont les représentations des individus, de ce que sont leurs aspirations profondes, des jeux politiques qu'il peut y avoir autour, etc. Alors, tout n'est pas négatif, hein, d'ailleurs j'ai fait un tableau un peu sombre pour ouvrir la discussion tout à l'heure. Enfin, une majorité de nos concitoyens sont convaincus de la gravité du changement climatique. Une majorité de nos concitoyens veulent que des solutions soient mises en œuvre. Le problème devient tout de suite beaucoup plus compliqué quand on rentre dans le dur du sujet et quand on aborde les changements à apporter et les coûts à payer. Mais je voudrais quand même, avant de dire un mot de tout ça, je voudrais quand même repolitiser un peu la discussion. Alors, je sais qu'on a souvent tendance un peu à dépolitiser ces sujets ou à les aborder uniquement sous l'angle justement des coûts, des changements de vie, comme si c'était finalement essentiellement de la technique et de l'économie, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand nous on fait des études sur ces sujets-là, on voit qu'il y a quand même un lien important entre les valeurs des individus, leurs opinions culturelles, politiques et leur rapport à ces enjeux climatiques et à ces enjeux de transition. Et pour aller vite, en gros, plus vous êtes identitaire, plus vous êtes conservateur sur le plan des valeurs, etc., plus vous êtes aussi complotiste, a fortiori si vous êtes les trois ensemble, plus il y a de fortes chances que vous soyez climato-sceptique, climato-relativiste, défavorable à toutes les mesures de transition, quel que soit votre niveau de vie. Là, c'est pas une question uniquement de classe sociale. Vous avez des catégories aisées, des catégories supérieures, l'électorat Zemmour, par exemple, qui est un électorat extrêmement climato-sceptique et très hostile aux politiques de transition, et par principe, d'une certaine manière. Donc, il y a cette dimension-là aussi à prendre en compte, et inversement, l'espace progressiste est un espace qui est, on le sait, beaucoup plus sensible aux enjeux écologiques et beaucoup plus disposé, sur le principe en tout cas, aux politiques de transition. Après, pour revenir à ces questions de mode de vie, il faut faire attention quand je vous entendais parler des modes de vie, je crois qu'il faut faire attention à certains pièges aussi dans lesquels on a intérêt à ne pas tomber. C'est-à-dire que la manière dont a été construit le discours
discours sur la production de gaz à effet de serre CO2 a quand même de fait conduit à stigmatiser des populations dont on sait qu'elles ne sont pas responsables de ces situations. Enfin, je veux dire par là, les ménages qui, il y a 10, 20, 30 ans, se sont endettés pour acheter des pavillons ou des maisons dans le rural profond, souvent, comme vous le disiez, parce qu'elles étaient chassées des centres-villes, parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'accéder à la propriété dans les métropoles ou dans les banlieues qui touchent immédiatement les métropoles, où le prix du foncier en région parisienne, n'en parlons pas, mais c'est vrai dans toutes les métropoles françaises, est extrêmement élevé. Donc ces populations, elles se sont endettées, beaucoup, la plupart du temps. Elles sont allées vivre à 40, 50, 60 km, voire plus, hein, avec l'exemple que vous donniez de leur lieu de travail. Elles sont obligées d'avoir 2 voitures, parce que la femme et son mari, ou en tout cas les membres du couple, travaillent tous les deux. Il faut emmener les enfants à l'école, faire des activités, etc. Elles sont étranglées par les charges fixes, elles ont des budgets contraints. Effectivement, le week-end, elles font un barbecue et elles entendent, il faut bien le dire, elles entendent dans l'espace public un discours qui les stigmatise et qui leur dit qu'elles sont en gros les fossoyeurs du climat et les responsables du dérèglement climatique, ce qui en plus est faux. C'est-à-dire que ces ménages populaires polluent moins que ceux qui passent leur temps dans des longs courriers pour leur travail ou pour leur week-end ou pour leurs vacances et qui ont un bilan carbone au final encore plus négatif, voire beaucoup plus négatif. Et donc il faut faire attention parce que c'est leur mode de vie qu'on stigmatise d'une certaine manière, on crée du ressentiment et en plus c'est injuste. Et par rapport à la question des coûts, je pense que tant que les coûts de la transition ne seront pas abordés et tant qu'on ne désignera pas un minimum ceux qui doivent payer et ceux qui doivent payer en priorité, on laissera planer une inquiétude compréhensible sur les petites classes moyennes et les classes populaires qui ont l'impression, à tort ou à raison, mais qui aujourd'hui ont l'impression qu'elles sont les futures victimes des politiques de transition et que c'est surtout la révolte des Gilets jaunes et que c'est sur leur dos que vont peser. En plus, on les humilie. C'est-à-dire, en plus, on leur dit, et vous êtes, en gros, vous vivez, vous êtes égoïste, vous avez voulu avoir une maison, vous roulez en automobile, etc. Sachant que dans ces territoires, la voiture, c'est la liberté. Et si vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez même pas aller acheter une baguette. La boulangerie, souvent, elle est à 5 ou 6 km, etc. La voiture, c'est la liberté. À 18 ans, c'est le truc qui permet aux jeunes de sortir de ces univers, de sortir le soir. Donc, je pense qu'il faut être conscient de cela et qu'il faut faire extrêmement attention parce que le risque, c'est le retour de bâton. C'est-à-dire le risque, c'est que ces populations, avec leur bulletin de vote, elles élisent un Trump. Elles élisent quelqu'un qui leur dise qu'il n'y a pas de changement climatique, c'est des conneries, ça, de bobos perchés, d'intellectuels dérangés, notre mode de vie va très bien, circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est pour ça que je parle de ça. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on ait conscience de ça et qu'il faut assumer la politisation aussi de ces enjeux. C'est-à-dire il y a une dimension clairement politique dans tout ça qu'il faut assumer. Il y a la question de savoir qui va payer, il faut l'assumer. Il faut rassurer les gens, il faut leur expliquer comment ça va se passer, vers où on va. Il faut les protéger, les rassurer. Enfin, sinon on risque une catastrophe. Enfin, j'en suis convaincu à l'américaine. Ouais. Juste avant de vous passer la parole, j'aurais voulu savoir si vous voyiez une différence entre générations. Parce que là, vous nous dites qu'il y a un quart des Français qui sont climato-sceptiques, etc. Mais est-ce que dans les jeunes générations, vous observez la même proportion? Ou est-ce qu'on peut avoir l'espoir que... Effectivement, il y a un effet de génération et effectivement, le climato-relativisme, le climato-scepticisme, il est plus fort dans les générations âgées que dans les jeunes générations. Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça peut susciter un certain optimisme. On peut se dire que les nouvelles générations sont plus conscientes et plus préoccupées de climat, en effet. D'abord, je voudrais dire qu'en tant que citoyen, je partage complètement le sentiment que c'est un sujet éminemment politique, mais au sens du clivage qu'il engendre, parce qu'une partie des forces politiques, effectivement, ne veulent pas de ce qu'implique la sobriété. J'ai évoqué tout à l'heure à dessein la nature profondément redistributrice de ce concept. Donc c'est un
parce que on disait on n'a pas le temps et l'urgence climatique devrait pouvoir trouver des réponses dans tous les logiciels politiques, puisqu'elle s'impose scientifiquement à nous, quelles que soient les valeurs que l'on porte. Donc il y a une vraie difficulté à trouver un chemin politique pour faire passer des notions d'intelligence d'usage, de bénéfices pour la collectivité dans des logiciels politiques qui n'y sont a priori pas favorables quand on parle de plus d'égalité, de prise en compte de nos impacts sur l'environnement, etc. Ça, c'est une vraie difficulté. Mais pour moi, la clé, c'est de dépasser cette notion de c'est les autres. Parce qu'effectivement, il y a à la fois le côté, dans les classes populaires, la conscience du fait que les plus riches qui surconsomment sont les premiers responsables des émissions et que ça n'est pas raisonnable pour eux de faire des efforts si les plus riches ne font pas davantage d'efforts. Donc il y a une revendication légitime de ce côté-là. Il y a à l'inverse une exploitation par les plus riches, par les forces politiques qui les soutiennent, de la situation des précaires ou des ménages en difficulté que vous évoquiez. C'est-à-dire que typiquement les responsables politiques populistes vont facilement agiter l'image de la personne retraitée seule dans son pavillon, dépendante de la voiture, etc., pour dire que les mesures que l'on propose sont punitives. Par rapport à ça, je vois quand même deux motifs d'optimisme. Le premier, c'est que, en fait, l'idée même de sobriété trouve sa source dans la notion du fait que nous sommes collectivement confrontés à des limites. Et le fait que cette notion pénètre notre imaginaire collectif change la manière dont on regarde le sujet. Je l'ai vu, moi, à la fin de l'automne dernier, où on avait à la fois la perspective d'un hiver très difficile sur le plan énergétique et une situation très tendue sur l'eau avec la sécheresse, et où on a eu, fin août, début septembre, on a vu émerger brutalement deux débats qui étaient inaudibles précédemment sur les jets privés et sur les piscines privées. Et en fait, ma lecture de ça, c'est que c'est des inégalités que tout le monde connaît, évidemment, mais que dans un logiciel néolibéral prédominant, on ne remet pas en cause, parce que ça fait partie de notre système économique. C'est une inégalité, mais il y a une égalité des chances, et puis cette inégalité, elle est génératrice quand même de bénéfices pour la collectivité, le ruissellement, blablabla. Quand vous changez d'imaginaire et que vous dites en fait tout ça se situe dans des limites, un gâteau qui est limité dans des contraintes, et bien cette surconsommation elle devient directement une atteinte à ma capacité juste à consommer décemment. Donc ça réinterroge profondément les inégalités et ça permet de toucher du doigt leur caractère d'injustice. Donc politiquement ça peut faire évoluer les choses. Mon deuxième motif d'espoir, c'est tous les dispositifs de type convention citoyenne. Les dispositifs délibératifs, on en a vu plusieurs, on en a vu notamment la Convention citoyenne pour le climat, dans lesquelles il y a, même si ça n'est pas une représentation fidèle de la population, il y a quand même dans ces dispositifs des gens qui se déclarent proches des valeurs du Rassemblement national, par exemple, etc. Et donc, les différentes composantes de la population sont représentées. Moi, ce que j'ai pu observer dans plusieurs de ces dispositifs, j'appelle ça la montée en compétences d'intérêt général, c'est la façon dont, en discutant très vite, les citoyens intègrent la réalité d'autres situations individuelles et développent une vision collective des solutions. Et les conventions citoyennes, comme la Convention citoyenne pour le climat en France, produisent des recommandations beaucoup plus positives et beaucoup plus poussées que les politiques nationales. On a des collègues chercheurs en Allemagne qui viennent de sortir un papier qui montre que dans une dizaine de pays,
exercices de type convention nationale contiennent en moyenne 40% de mesures touchant à la sobriété contre moins de 10% dans les plans des gouvernements. Là encore, les politiques sont en retard sur la capacité de nos concitoyens à comprendre la pertinence et l'opportunité de mesures de sobriété dès lors qu'on les pose dans un cadre collectif où les pouvoirs publics et les entreprises font en sorte que ces changements puissent s'opérer et où ils garantissent la bonne répartition des efforts et des bénéfices. Moi, je suis très sensible à ce qui a été dit sur la question, d'une certaine façon, de la transition écologique, de la transition le risque sur la cohésion sociale que ça porte. Voilà, je pense que effectivement, porter un discours accusateur, qui parfois, y compris, on peut très facilement porter un tel discours, est quelque chose qui est porteur de très très grands dangers, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'une certaine façon, il y a des choses qui sont des constructions politiques, sociales, qui sont le fruit de l'histoire, qui sont le fruit de contraintes auxquelles les Français et les Françaises ont dû faire face et qu'ils se sont adaptés à un champ de contraintes. Et que en France, et heureusement, la question de la justice sociale est très forte. Ça veut dire, je crois qu'il ne faut pas poser la question en termes de responsabilité individuelle et de choix. C'est pas, voilà, c'est le problème des plans gouvernementaux de dire, voilà, parce qu'on remet tout sur l'individu. Voilà. Alors qu'on est face à quelque chose qui est une construction, des imaginaires. Et vous voyez, le problème de la maison individuelle, on a 40 ans d'imaginaire derrière nous. On va pas, comment on va changer ça? La représentation sociale qu'on a tous, peut-être sur la taille de notre voiture, c'est 40 ans de pareil, de construction sociale. Je suis fan de rugby. Vous regardez un match de la Coupe du Monde, c'est hallucinant. Les pubs, c'est des pubs de bagnole. Oui, voilà, non, mais donc, si on pose que cette question du chemin vers la sobriété est une question individuelle, c'est le risque que l'on a, quoi. Et donc il faut des politiques publiques qui accompagnent ça, et y compris des politiques publiques qui seront des politiques redistributives, parce que chez les Français, il y a cette aspiration, il y a cette question de la justice sociale. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, qui est une crise qui doit tous nous alerter là-dessus. Et que s'il n'y a pas cette dimension de prise en compte de la contrainte, d'effets redistributifs, de dire que ceux qui consomment plus font plus d'efforts que les autres, que les efforts seront répartis, ça sera l'échec, hein. Alors que c'est la voie. Il y a une étude cet été qui paraît dans Nature qui dit que si vous diminuez la consommation des plus riches, vous faites un effet, c'est un effet beaucoup plus important que celle des gens qui sont et que eux, il faut augmenter leur consommation. Et donc ce débat de la sobriété, du chemin vers la sobriété, il faut le poser en termes de politique publique, en termes d'accompagnement, et je crois que ça sera très très sensible à cette question de la cohésion sociale, de la justice sociale dans ce chemin-là. Je ne sais pas s'il y a un micro prévu pour qu'éventuellement ceux d'entre vous qui souhaitent poser des questions puissent le faire. Je cherche quelqu'un de... Voilà, merci. Donc, je pense qu'on a abordé le sujet dans toute sa complexité. Et voilà, je vous invite à partager avec nous vos interrogations, vos points de vue. Bonjour.
J'avais une question. Je trouve que vous dites un peu une chose et son contraire, en fait. Ça me dérange un peu. Parce que d'une part, vous dites on va changer. Enfin, il y a un modèle de liberté individuelle qui a été créé avec des maisons qui sont très loin des centres-villes. Et ça plaît aux gens. Et vous dites ça ne sera pas adapté à la production énergétique du futur. Et ce sera plutôt des habitats collectifs qui vont être adaptés. Et là, on voit bien qu'il y a un changement, et vous dites, et on comprend, mais qui, je crois, peut être interprété comme un changement une baisse de pouvoir d'achat, une baisse de qualité de vie. Et c'est cette question-là que je vais vous poser, c'est est-ce que la sobriété telle que vous en parlez, il y a deux choses qui sont très différentes, je pense, et sur lesquelles il faut parler. Est-ce que cette sobriété va entraîner une décroissance? C'est une chose. Est-ce que cette sobriété va entraîner un changement de bien-être? Et c'est encore autre chose. Je vais tenter de répondre, mais c'est évidemment des questions très difficiles. Alors sur la question de la croissance, là c'est assez clair. J'utilise souvent cet exemple, le PIB, pour être très trivial. Le PIB qui mesure la croissance, c'est un indicateur qui valorise le fait que vous laissiez la lumière allumée dans les toilettes quand vous sortez. Donc pour moi c'est un indicateur assez débile, pour être très franc. Donc ce dont on a besoin, c'est en fait de sortir. J'ai parlé tout à l'heure à dessein d'une culture productiviste et libérale. On a besoin de sortir d'un modèle économique qui crée essentiellement de la valeur en détruisant des ressources sans payer pour cette destruction et en organisant la prédation de ressources, d'où les inégalités dont on a parlé. Donc le modèle dont on a besoin, c'est de la création de valeur en économisant et en préservant les ressources et en les partageant. Et il y a des modèles économiques pour ça, enfin, je veux dire l'économie sociale et solidaire, etc. Et à mon sens, pour être politique, les services publics, au sens où on l'entend en France depuis le Conseil national de la résistance, sont un moyen assez puissant de penser une économie de ce type. Mais ça ne se joue pas en termes de croissance ou décroissance, ça se joue en termes de où on met la création de valeur. De même que je disais tout à l'heure, la transition énergétique, ça ne va pas coûter plus cher. La transition énergétique, ça ne coûte plus cher que si on le voit comme des investissements supplémentaires, en même temps qu'on continue les investissements qui ne sont pas de transition énergétique. Or, il faut arrêter ces investissements. Il y a une tribune dans Le Monde cette semaine, je crois, de plus de 300 scientifiques, 1000, je ne sais plus le chiffre, non 300, pour appeler à un traité de non-prolifération des matières fossiles. Et il faut effectivement arrêter dès que possible l'extraction de matières fossiles. Donc il faut réorienter profondément l'économie. Donc du côté économie globale, hein, ça ne se joue pas en termes de croissance-décroissance, ça se joue en comment on crée de la valeur et comment on la partage. Mais encore une fois, les modèles montrent qu'une économie basée sur la sobriété, donc l'intelligence des services rendus, est une économie qui fonctionne et qui n'est pas une économie d'effondrement. Sur le bien-être, c'est plus difficile parce que en fait, ça touche aux imaginaires. Et donc, tant qu'on est dans un imaginaire où votre idée du bien-être, c'est d'être dans votre pavillon aussi isolé que possible, en consommant autant de choses que possible et en passant autant de loisirs numériques que possible, effectivement, la sobriété ne va pas vous promettre plus de bien-être avec cette lecture-là. Donc l'enjeu, c'est comment on transforme notre imaginaire du bien-être. Sur l'habitat, parce qu'il faut aussi dédramatiser les choses, hein. Le scénario Négawatt, typiquement, c'est un scénario effectivement où on réoriente la construction de logements neufs vers le logement collectif. Mais pas des grands ensembles, évidemment du petit habitat collectif, plus dense, etc. Le résultat, c'est qu'on a en 2050 le même
pourcentage de maisons individuelles et de logements collectifs qu'aujourd'hui. Donc c'est pas une révolution vis-à-vis de ça, mais ça veut dire qu'on a des politiques qui font en sorte que émergent des modèles de petit habitat collectif avec des espaces partagés, avec des commodités autour, parce que c'est pas juste l'habitat, c'est tout l'aménagement urbain ou l'aménagement des zones rurales qui va avec. C'est des politiques de revitalisation de zones de bourgs dans les régions qui dépérissent aujourd'hui, etc. Donc c'est des politiques qui peuvent recréer un certain plaisir et un certain confort de vivre. On parlait tout à l'heure de l'aspect du nombre de personnes par logement. Typiquement, effectivement, dans le scénario Négawatt, on a été les premiers à introduire cette hypothèse. On stabilise à 2 personnes, à 2,2 personnes en moyenne par logement la densité d'habitat. Évidemment, on n'envisage pas de faire ça en interdisant aux familles d'évoluer comme elles le souhaitent. Donc ça veut dire que le moyen, c'est encourager des colocations d'étudiants. La France est très en retard dans ce domaine, ou encourager la sous-location de chambres ou d'une partie de pavillon où ne reste qu'une personne retraitée seule à un étudiant ou un jeune travailleur. Et au passage, mais c'est pas que au passage, c'est fondamental, c'est un moyen de recréer du lien social et de lutter contre la fragilité de ces personnes, alors même qu'on ne va pas raser tous les pavillons et reconstruire. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est travailler sur les imaginaires et sur les politiques publiques qui apportent des réponses aux craintes que l'imaginaire construit pendant des décennies projette quand on parle de sobriété. Oui, bonjour. J'ai une question d'ordre marketing, en fait, où on parle beaucoup des imaginaires, etc. Et ma question toute simple, c'est quel serait votre slogan marketing pour vendre vos conclusions, enfin le projet global écologiste dans sa globalité, parce que j'ai l'impression qu'on a un problème d'adhésion au projet. On a des débats qui sont assez techniques, au final, enfin moi je viens du milieu technique, vous aussi, et, voilà, de manière globale, des sujets assez pointus, etc. Et j'ai l'impression qu'on a du mal à toucher la masse à travers ces débats techniques. Et du coup, un slogan marketing, si vous en aviez un, enfin, moi je pense à Saint-Exupéry qui écrivait si vous avez envie de donner l'envie de la mer aux hommes, pardon, si vous avez envie de donner l'envie aux hommes de construire un bateau, donnez-leur d'abord l'envie de la mer. Enfin, voilà, de cette manière-là, quel slogan vous auriez pour ce projet ? Non, c'est pas mal, j'ai pas de slogan, donc je suis prêt à reprendre le vôtre, entre autres parce que vous soulignez un truc évident, c'est que il y a 2 moteurs possibles. C'est aussi ce qu'on dit sur les imaginaires. C'est pour modifier nos fonctionnements, nos pratiques, nos désirs. Parce que c'est le désir dont on parle. Hein. C'est le désir de la maison individuelle, le désir de la grosse voiture, le désir de toujours plus d'objets, de plus de confort, le désir de voyager, de prendre l'avion, etc. Enfin, il faut soit modifier le désir, il faut désirer autre chose, ou il faut ne pas avoir le droit de le faire. On en parle très peu, mais c'est pas évident. Moi je pose la question, j'ai pas de solution ici. C'est pas évident qu'on ait le droit de tout faire. C'est pas évident que certaines pratiques, on a évoqué l'interdiction des jets, est-ce qu'on doit autoriser les jets, c'est rien, c'est un sujet. Le risque des jets, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, le risque des jets, c'est que c'est toujours facile, ça porte le risque que c'est l'autre, vous voyez, et ce risque-là, il existe aussi, c'est-à-dire que c'est aux autres de payer, c'est les super riches, etc. Effectivement, ils polluent énormément, beaucoup plus que les autres, mais ça suffira pas, on le sait, donc il y a toujours ce danger-là aussi, il faut s'en rendre compte, c'est facile comme solution, parce que ça évite de se poser la question de soi-même, de ses modes de vie, etc. Des choses qui sont assez frappantes là-dessus, il y a eu des études sur l'écologie, donc avec des typologies, et le groupe qui était le plus écolo dans ses pratiques, celui qui faisait le plus de tri sélectif, qui utilisait le plus les mobilités douces, le vélo, etc., c'était dans les 4 groupes qui avaient été construits par les chercheurs, c'est pas une recherche que j'ai fait moi, donc, mais c'était un des groupes qui polluait le plus, tout simplement parce que c'est un groupe qui prenait beaucoup l'avion. En gros, c'était des jeunes diplômés, alors très sensibles aux enjeux écologiques,
mais qui quand même prenaient beaucoup l'avion. Et leur bilan carbone, du coup, était plus élevé que celui de groupes populaires qui, eux, étaient en gros un peu des décroissants contraints, enfin des sobres contraints. On en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens pour qui la sobriété est contrainte. Quand vous faites une enquête sur les gens qui ne se chauffent pas, qui volontairement coupent le chauffage, etc., pour des raisons économiques, donc ce ne sont pas des raisons... c'est à peu près, je crois, 50%, non, enfin, je ne sais plus, en tout cas, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de citoyens qui ne se chauffent pas autant qu'ils le souhaiteraient du point de vue de leur confort matériel, parce qu'ils n'ont pas tout simplement les moyens de payer les factures de gaz ou d'électricité. Donc c'est un peu le paradoxe, et j'insiste là-dessus parce que c'est compliqué de renoncer à des habitudes et à des désirs. C'est vraiment très compliqué, et a fortiori dans le temps court. Alors il y a aussi cette autre dimension qui est un peu vertigineuse, qui est que le temps presse, quoi. Tout le monde sait qu'il y a une urgence. Enfin non, tout le monde sait. Tout le monde le sait de manière un peu abstraite. Et ça, c'est un autre sujet aussi de réflexion, c'est que quand les gens vous disent oui, il y a une urgence dans des enquêtes, ça, est-ce qu'ils l'ont vraiment intériorisé ? Est-ce qu'ils ont vraiment complètement intériorisé la gravité de la situation, l'impact de nos choix de vie, de nos comportements, etc. Moi, je ne le crois pas personnellement. C'est-à-dire, je pense que le risque, évidemment, c'est que les gens vont, le jour où ça... Et d'ailleurs, regardez quand il y a des crises climatiques et tout, les gens ont l'air surpris. Quand il y a des effets du dérèglement climatique, quand il y a des incendies, les gens ont l'air étonnés à chaque fois. On le voit bien. Et le jour où... il y a peut-être un jour où ils diront, mais on ne nous a pas suffisamment prévenu, ça ne m'étonnerait pas, vous voyez, pourtant ça fait 40 ans qu'il y a des rapports, qu'il y a des experts qui le disent, que tout ce qui se passe, et vous voyez, jusqu'à quel point c'est vraiment intériorisé, c'est-à-dire jusqu'à quel point c'est vraiment quelque chose que c'est pas facile, on a du mal à admettre qu'on est mortel, on vit un peu toujours comme si on était immortel, et je pense qu'on vit tous un peu comme si tout ça était infini et pouvait se reproduire à l'infini, et qu'on a quand même un peu du mal à l'intérioriser totalement, et que c'est un des éléments du problème aussi. Ouais, c'est une excellente question, et c'est à peu près impossible d'y répondre comme ça. Moi, ce qui me vient en tête, c'est quelque chose autour d'une vie ou des ressources mieux partagées, c'est une vie apaisée, quelque chose comme ça, mais je ne suis pas spécialiste de marketing et je ne sais pas faire ça. C'est le rôle des politiques de le faire et des spécialistes. Mais le point essentiel, c'est que en fait, c'est peine perdue tant qu'il n'y a pas une régulation du marketing inverse. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, on vit dans un environnement où les gens sont matraqués de publicité qui construit en permanence cet imaginaire du bien-être par la surconsommation, ce paradoxe du bien-être par la consommation davantage que les autres, tout en promettant à tout le monde d'atteindre ce niveau de consommation. Et le pavillon, c'est l'exemple même de ça. Ça n'est pas réaliste économiquement que tout le monde puisse accéder à ce modèle, mais le modèle fonctionne parce qu'on vend à tout le monde l'idée que c'est à ça qu'il faut aspirer. Donc il faut sortir de ça, non seulement en régulant la pub, mais en réorientant aussi l'offre culturelle. Le service public, là encore, de l'audiovisuel a un rôle majeur à jouer dans les modèles qu'il construit, qu'il projette à travers des séries ou un certain nombre de produits populaires. Mais en tout cas, voilà, je pense que le meilleur marketing du monde d'un projet de transition écologique fondé sur la sobriété ne trouvera pas son public tant que ce public est assommé, submergé en permanence d'un marketing de surconsommation. On va prendre une dernière question, puis après je proposerai à nos experts de faire un petit mot de conclusion. Donc, je vous écoute. Alors moi, c'est pas tellement une question, c'est plus juste un peu approfondir ce que vous disiez tout à l'heure, notamment vis-à-vis des territoires très urbanisés d'un côté, des territoires ruraux, mais souvent en opposition. Il faut aussi, par rapport à ça, comprendre que ce sont les territoires ruraux qui participent aujourd'hui le plus à la transition énergétique. On pense au projet éolien notamment, au projet photovoltaïque. Donc il y a un côté, certes, ils prennent plus la voiture, et d'un autre côté, il y a ça sur lequel on peut les culpabiliser, mais d'un autre, c'est eux qui sont le plus en contact avec ces installations de transition énergétique qui profitent aussi un peu plus aux
centre urbain beaucoup plus dense. Donc voilà, c'était un peu pour... Je veux bien commenter ça parce que c'est un sujet qui m'est très cher. En fait, la transition énergétique et plus largement écologique, c'est en soi un vrai projet de développement pour tous les territoires, respectueux de leurs spécificités, mais dans un cadre, là encore, collectif, harmonieux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de rendre chaque territoire indépendant ou de produire de l'égoïsme, mais au contraire, de faire en sorte que chacun, avec son potentiel de production et avec ses spécificités de consommation, développe ses actions. Mais typiquement, quand on parle de la transition énergétique, on parle de la sobriété qui passe d'abord par de l'action au niveau évidemment le plus local, de l'efficacité qui, si on est sur la rénovation thermique des bâtiments typiquement, est aussi profondément ancrée dans les territoires, et de développement des renouvelables, vous l'avez dit, qui se fait dans chaque territoire en fonction de ses spécificités. Et ça amène quand même l'idée que la transition énergétique, plus généralement, c'est d'un point de vue démocratique un projet beaucoup plus horizontal et beaucoup plus déconcentré que, que le rapport, là encore, politique que l'on a traditionnellement à l'énergie, a fortiori en France, où tout ça a été pensé de manière hyper centralisée, où les politiques n'envisagent réellement de solutions que pilotables depuis Paris. Voilà, et donc c'est... voilà. Donc tu parles de quoi là? C'est là où vous parlez de tout. Merci. Pour conclure, si on est tous là, en l'occurrence, convaincus de la question du besoin de la sobriété, on pourra discuter de l'ampleur de la sobriété et de la sobriété pour tous, de la sobriété. La question qui reste, c'est celle de comment on y va. Comment on y va collectivement. Et on a malheureusement déjà des échecs. Enfin, les gilets jaunes, la taxe sur le CO2 ou sur l'essence, qui est l'outil libéral par essence de dire on va faire forcer à de la sobriété, à de l'économie en rendant plus cher l'énergie. On a vu l'échec que ça a été. Donc déjà cet outil, celui-là, je pense qu'il est largement condamné et j'ai malheureusement, par exemple sur les zones à faible émission, ça c'est un autre débat, j'ai exactement la même crainte. Je pense qu'on va vers le même échec. Voilà, c'est celui de l'interdiction, de la norme très dure. Celui-là, il va se heurter à la question du choix, de la liberté individuelle et je crois qu'il n'y aura pas d'autre issue que celui de la délibération collective et de la construction d'un autre imaginaire. Voilà. Et il faut créer les instances de ça, il faut créer les lieux de ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Je rappelle juste que 2035, RTE, mais pour en dehors de tous les débats nucléaires, pas nucléaires, pour 2035, RTE dit on a 4 piliers à mobiliser pour avoir un équilibre électrique. C'est sobriété, efficacité, renouvelable et que le nucléaire fonctionne. Voilà. C'est les 4 piliers pour 2035, dans 10 ans, dans 11 ans. Quoi. Et donc il faut trouver ces lieux de délibération collective et il faut créer une sobriété désirable et ça impose de travailler sur cette désirabilité, sur ces imaginaires et je partage ce qui est dit sur arrêter les imaginaires de
qui sont contraires à ça, quoi. Enfin. Oui, j'ai pas réellement de conclusion vu la gravité des enjeux, vu la complexité, vu les, je suis bien, et en plus l'international par-dessus, donc ça rend la conclusion très difficile. Non, je crois que tout le monde comprend. Il suffit d'avoir un échange comme celui qu'on a eu ensemble. Tout le monde comprend l'immensité du défi, quoi, parce que on n'est pas là par hasard. On est là parce que c'est des décennies, peut-être des siècles d'imaginaire, d'histoire, de dynamique, etc. Il faut les modifier. On a très peu de temps, et en même temps, on ne baissera pas les bras. C'est ce que je peux dire. Ouais, vraiment d'une phrase, puisqu'on vient d'avoir tour à tour la Marseillaise et l'Internationale. Je dirais qu'il y a peut-être aussi un bel enjeu par rapport à notre fierté française à être les pionniers d'un modèle économique sobre et à envoyer ce signal dans une perspective de solidarité internationale.